Bon, eh bien, alors, on va passer maintenant à la dernière question de Gilles Lisnard, qui va vous parler de ces tumeurs malignes du thorax qui vont jusqu'au rachis. Et donc, il a une expérience assez considérable, je pense, expérience française de cette maladie, de ces carcinologies. Bon, bonjour à tous, je remercie l'Académie et en particulier Jean-Luc Doucet de m'avoir invité ce jour. Effectivement, quand j'étais chef à Saint-Vincent de Paul, il avait perçu chez moi un défaut rédhibitoire. C'était mon peu d'enthousiasme pour la chirurgie de la scoliose et encore plus pour les paralytiques. Donc il m'a orienté progressivement vers la chirurgie des tumeurs. Donc je ne vais pas vous parler de chirurgie du rachis, mais de la chirurgie carcinologique du rachis thoracique. Alors en fait, cette pathologie, malheureusement, ne peut pas être traitée précocement parce que même en 2017, dans la région parisienne, le diagnostic positif est très difficile. Il reste le point noir avec un délai moyen de 6 à 8 mois. Donc on a souvent des tumeurs volumineuses, parfois inopérables, des compressions médulaires révélatrices avec une intervention en urgence inappropriée, des interventions sans diagnostic préalable avec une tumeur présumée bénigne qui ensemence toute la cavité thoracique. Il est bien évident que tous ces malades doivent avoir un diagnostic histologique consensuel et une réunion de concertation pluridisciplinaire. Le diagnostic histologique se fait idéalement par ponction radioguidée, sinon par une biopsie chirurgicale raisonnée par la RCP. Et en fait, ces tumeurs ont une double origine. Soit ce sont des lésions primitives de la vertèbre, c'est à savoir des sarcomes ou des lésions hématologiques, un envahissement de contiguïté par les sarcomes de la paroi thoracique ou de la plèvre, ou l'extension des carcinomes du poumon et de la plèvre au rachis thoracique. En fait, quel que soit le mode d'extension, la chirurgie élargie pose les mêmes problèmes stratégiques. La stratégie thérapeutique est importante, il faut un bilan exhaustif avec des radios standards et tout le reste, et souvent dans le centre de chirurgie thoracique où je travaille, on opère ces malades sans radiographie standard, et c'est un petit peu dommage pour ces patients. La RCP va permettre de discuter la stratégie thérapeutique, ça va vous permettre de réunir le matériel et l'équipe nécessaire en temps voulu, parce que c'est souvent une association chirurgien thoracique plus orthopédiste, mais aussi de temps en temps les plasticiens, les neurochirurgiens, donc c'est pas facile de réunir 3 chirurgiens en même temps, le même jour. La classification anatomique de l'extension tumorale a été plusieurs fois proposée. Celle de Weinstein qui fait 12/12e est difficilement reproductive, celle de Tomita est un peu plus compliquée et a surtout l'intérêt de faire que la tumeur est intra- ou extra-osseuse. Vous allez voir pourquoi après. En fait, nous on a proposé une classification avec Fadel qui est celle utilisée pour les pancos et elle va permettre en fait directement de définir l'état opératoire, le type d'ostéotomie vertébrale et donc la reconstruction et donc de planifier la stratégie thérapeutique. Alors voilà cette classification qu'on a mis au point pour les pancos. Quand la lésion est de type A et qu'elle envahit seulement l'articulation costo-transversaire, on peut faire simplement une costo-transversectomie. B, le foramen est envahi, pour avoir une marche correcte, il faut faire un tiers de vertébrectomie. C, la tumeur dépasse la ligne médiane, il faut faire 2 tiers de vertébrectomie. Et D, la vertèbre est totalement envahie, et donc il faut faire une vertébrectomie totale. Alors en fait, ça associé au caractère intra- ou extra-osseux, c'est-à-dire en fait le poumon évidemment, mais aussi les vaisseaux et la partie antérieure du médiastin, ça permet de définir exactement les séquences opératoires comme on va le voir plus tard. Évidemment, le but de cette intervention, c'est l'exérèse carcinologique, et on n'a qu'une seule chance, donc il ne faut pas la manquer. Et la contre-indication évidente, c'est l'envahissement du canal vertébral qu'on va ouvrir, donc avec une contamination et une exérèse R1 ou R2 d'emblée. L'envahissement démesuré aussi des éléments nobles, et vous voyez ici que ce chondrosarcome qui envahit l'aorte et l'ésophage, ce sera un malade qui ne va sûrement pas sortir de la réanimation, ce n'est pas une bonne indication opératoire. Enfin, reste le problème de la vascularisation médulaire. En fait, la présence d'une artère spinale antérieure au niveau où on opère n'est pas une contre-indication à la résection. On a une bonne expérience là-dessus. Par contre, on a aussi appris à identifier des patients à risque, soit la section de plus de 3 paires d'intercostales, c'est comme une vertébrectomie totale sur 2 étals, soit une succion unilatérale de plus de 5 intercostales, comme une univertébrectomie sur 5 étals, ou les patients chez qui la moelle était déjà comprimée par la tumeur, où c'est difficile d'avoir de la place dans le canal pour faire l'opération.
Alors en fait, vous voyez, on a eu 3 complications neurologiques résolutives sur maintenant 158 vertébrectomies thoraciques. Et quand on a identifié un malade à risque, d'abord, on lui donne le choix entre être opéré avec le risque ou ne pas être opéré. Et ensuite, on fait un drainage systématique post-opératoire du LCR, comme l'ont montré les chirurgiens thoraciques dans la chirurgie aortique. Pour faire une exérèse R0, il faut combiner un contrôle antérieur et postérieur. Les techniques décrites par Wakami et Tomita sont dépassées et c'est à notre avis le meilleur moyen de réaliser une exérèse non carcinologique ou d'avoir une complication pério-opératoire majeure, ou les deux à la fois d'ailleurs. L'abord antérieur peut se faire soit par thoracoscopie, comme vous le voyez sur la diapositive, ou par chirurgie, par thoracotomie, thoracophrènolaparotomie, ou par la cervicotomie élargie, dont nous allons reparler plus tard. Alors en fait, grâce à notre classification, vous savez, très souvent, les informations sur ces malades circulent sur Internet entre nous et les chirurgiens thoraciques. Et en fait, en fonction du niveau de l'extension intra- ou extra-osseuse, on sait exactement ce qu'on va faire sur le plan de la stratégie thérapeutique. Et en fonction du niveau, si on est en cervicothoracique, on est obligé de faire un abord antérieur par cervicotomie, puis un abord postérieur, donc c'est 2 temps opératoires. En revanche, entre T2 et T11 intra-osseux, on fait tout sous un seul temps, avec la thoracoscopie pour l'abord antérieur et l'abord postérieur. Donc le malade est en plus entrale sur cadre haut, donc c'est une intervention relativement rapide. Évidemment, quand à ce niveau, la tumeur a envahi le médiastin, on est obligé de faire une thoracotomie première, donc c'est d'abord la thoracotomie, ensuite c'est l'écoutophuse ventrale. En T11, T12, avec les piliers du diaphragme, il faut faire une thoracophrènolaparotomie. Enfin, de temps en temps, on a des très très grosses tumeurs, on est obligé de faire 2 voire 3 installations. En fait, la plupart des problèmes techniques viennent de voies d'abord inappropriées. Une fois que vous avez défini l'exérèse, il faut reconstruire, et en fait, avec notre classification, la costotransversectomie, pas de reconstruction, hémivertébrectomie d'un tiers, comme vous le voyez en haut, c'est simplement une fixation postérieure avec une arthrodèse postérolatérale. 2 tiers, c'est fixation postérieure avec arthrodèse postérolatérale plus ou moins comblement antérieur. Enfin, quand on fait une vertébrectomie totale, c'est obligatoire de faire une fixation et une arthrodèse circonférentielle. Attention au problème des jonctions sur le plan mécanique. En C7-T1, on a eu pas mal de démontage et donc la fixation postérieure et l'arthrodèse doit s'associer à une arthrodèse antérieure. En T12, il faut amorcer la lordose. Et vous voyez, c'est ce patient qui avait présenté une déstabilisation. On était obligé de le reprendre pour étendre la fixation à L1 et L2. La vertébrectomie totale, on en a déjà parlé. Enfin, l'enfant doit être surveillé à cause du risque de scoliose thoracogénique. En fait, on a pas mal de patients en dessous de 10 ans. Alors, quelles sont les indications pour ces résections en bloc? C'est la tumeur du poumon qui envahit le rachis, les tumeurs primitives du rachis, les tumeurs de la paroi thoracique qui envahissent le rachis et quelques métastases uniques chez les cancers à bon pronostic. Alors en fait, on a commencé cette collaboration avec les tumeurs du poumon et en particulier les pancoses, parce que vous savez qu'un pancose en traitement palliatif, même en 2017, la médiane de survie est entre 8 et 10 mois. Et que en fait, les résultats sont superposables aux pancoses sans envahissement vertébral quand on fait une exérèse qui est complète. Alors, il faut bien définir chez ces malades la profondeur de l'envahissement vertébral, d'où l'intérêt de notre classification, d'abord pour être R0 ou éviter de pécher par excès et de faire une intervention trop compliquée chez ces patients souvent fragiles. La costotransversectomie, je vous dis un petit mot à ce sujet. Le but, c'est d'enlever en bloc l'articulation costotransversaire et éventuellement costo-vertébrale. Elle peut être réalisée d'arrière en avant, mais elle est possible d'avant en arrière. Et donc, en fait, c'est une intervention très dangereuse parce que c'est un peu de la tauromachie. On n'a aucun contrôle intracanalaire. Quand on mobilise la pièce, c'est extrêmement hémorragique. Et il y a vraiment un risque d'arracher les racines, de combler les trous de conjugaison avec du surgicel, donc de paraplégie, et de fuite de LCR. Mais ça a un intérêt, ça améliore de façon considérable les marges. À gauche, vous avez un homme de 65 ans qui a un pancos antérieur avec une atteinte de la costo-vertébrale. En fait, on lui fait une costo-transversectomie par voie antérieure pour avoir une marge R0. À droite, vous avez une femme de 54 ans qui a un très gros pancos postérieur. En fait, c'est très difficile dans ces conditions de faire la lobectomie sans traiter l'envahissement thoracique. Et donc, la costotransversectomie a permis d'opérer dans de bonnes conditions. En fait, très souvent, les pancos avec envahissement vertébral, c'est l'indication d'une hémivertébrectomie T1, T2, T3, avec un double abord. Et la voie d'abord élargie première, c'est la cervicotomie élargie décrite par Philippe Dartevel, qui est
une voie d'abord qui permet de très très bien exposer la jonction cervico-thoracique. Voilà cette voie d'abord avec le contrôle des vaisseaux, la dissection du plexus brachial, la pariétectomie qui peut être faite par cette voie d'abord, la lobectomie est aussi faite par cette voie d'abord et on complète ce geste opératoire par une tranchée antérieure dans le rachis et une arthrodèse antérieure C7T1 du côté opposé auquel on va couper. Le malade est soumis en décubitus ventral et on fait par voie postérieure l'instrumentation du rachis, l'hémilaminectomie, le contrôle de la moelle et des racines, et ensuite on fait l'ostéotomie vertébrale, avec ici les racines qui sont ligaturées, l'hémivertébrectomie, la résection en bloc du poumon, du rachis et des côtes, et enfin une greffe pour terminer l'intervention. Voilà la pièce de résection. En fait, l'intervention dure 4 heures par en avant, 1 heure pour retourner le malade, 3 heures pour le temps postérieur, 8 heures environ. Et sur cette pièce de résection, vous voyez le poumon qui est resséqué avec l'hémivertébrectomie, la racine T1 qui a été sacrifiée et la paroi thoracique. Alors en fait, vous vous dites, est-ce que c'est intéressant d'opérer ces malades? Bien oui, parce qu'on est passé de 0% de survie à 1 an à 27% pour cette série. Maintenant, en fait, on a près de 80 pancoses qu'on a opérées avec cette technique et on a amélioré la survie au taux de 35% parce qu'on a mieux sélectionné les malades. Évidemment, les complications sont nombreuses. Vous imaginez que le patient qui a la lobectomie, le rachis, le pontage sous-clavier et la paralysie phrénique aura du mal à sortir de la réanimation. Et donc, ce sont des malades qui coûtent très cher. Est-ce que c'est vraiment réaliste sur le plan économique actuellement? Parce que ce sont des patients qui, en fait, auront du mal à être réinsérés dans la vie active. Maintenant, heureusement, les femmes arrivent sur le marché, puisqu'elles fument depuis l'âge de 15 ans, donc elles payent cash à 40 ans de cancer du poumon. Et donc, ça fait un rajeunissement de cette population. Si on répond oui, c'est intéressant d'opérer ces malades, il faut vraiment se pencher sur le problème des GHM de recours des centres de référence, parce que ces malades ne sont pas rentables. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire comme pour les greffes cœur-poumon, augmenter la rémunération des gens qui s'en occupent? Je pense que c'est un travail prospectif pour l'Académie, on en reparlera tout à l'heure. On a étendu donc bien sûr ces indications au sarcome osseux primitif. Là pareil, l'hémivertébrectomie s'adresse à la tumeur du massif pédiculo-transversaire. Sous thoracoscopie, c'est vraiment devenu pour nous une intervention routinière. Vous voyez, je vous montre ce dossier qui est assez caricatural. C'est une femme qui a 68 ans. On découvre une petite tumeur de la paroi thoracique et on la laisse comme ça. Et elle arrive 5 ans plus tard. Elle a un très très gros chondrosarcome. Donc ça oblige à faire une intervention assez sophistiquée avec une hémivertébrectomie T4-T9. Elle a une spinale antérieure qui est très importante en T10 gauche du côté où on l'a opérée. Donc elle est faite par voie postérieure sur cadre de Hall, sous thoracoscopie. Et vous voyez ici la vue péropératoire, la pièce de résection qui est R0. Et cette patiente, en fait, a des suites compliquées. Elle a 72 ans quand on l'opère. Elle fait une paraparésie résolutive sur plusieurs mois. En fait, elle redevient complètement autonome et elle décède 6 ans plus tard de cause intercurrente. Quand la vertèbre est envahie sur plus de la moitié, il faut couper dans le pédicule controlatéral. Si la tumeur reste intraosseuse, on peut le faire sous thoracoscopie. Alors ce patient, en fait, avait un chondrosarcome qui envahissait ce côté du rachis. On a été obligé de couper l'autre côté. Vous voyez ici la pièce de résection. La marge est de 5 mm sur le chondrosarcome et on a fait 2/3 de vertébrectomie. En fait, ce patient supportait très très mal l'exclusion pulmonaire et on n'a pas fait de reconstruction antérieure, simplement une arthrodèse postérieure et postérolatérale. En fait, voilà le contrôle tomodensitométrique à 6 ans post-opératoire. En fait, son rachis a fusionné uniquement avec l'arthrodèse postérolatérale. Enfin, la vertébrectomie totale s'adresse aux tumeurs qui envahissent tout le corps vertébral. En fait, c'est une corporectomie monobloc. Idéalement, il faut pouvoir couper le rachis en zone selle pour sortir l'axe neural et R0. Chez certains patients, comme une chimio, on peut couper dans une zone pathologique pour enlever un reliquat vivace. En fonction de l'envahissement des tissus mous, la bord antérieure est chirurgicale ou vidéo assistée. Alors, je vous présente un patient qui a 59 ans et qui avait un chondrosarcome de T8 traité en urgence par laminectomie, contamination du canal. On a fait une radiothérapie préopératoire. C'est un patient à risque parce qu'il a 3 perles intercostales qui vont être sacrifiées, un hypersignal médulaire, un antécédent neuro et de la radiothérapie. En fait, on l'a opéré sous thoracoscopie
Et il a eu des suites post-opératoires soins simples. On a pu faire une exérèse R0. Et vous voyez sur cette diapositive de gauche que pendant la thoracoscopie, le chirurgien thoracique guide la mise en place des scies qui vont couper le rachis. Et voilà la radio post-opératoire. En fait, ce patient a 10 ans de recul et il vient de casser une tige en arrière alors qu'on pensait qu'il était consolidé. Donc, en fait, cette chirurgie est assez intéressante. Vous avez environ 40% de survie à 5 ans. En fait, si vous faites une exérèse contaminée, la survie arrive à 10% seulement à 5 ans et les rechutes sont de plus en plus importantes. Et enfin, dans notre série locale, on a pu rattraper un seul malade sur 4. Vous allez voir le dossier tout à l'heure. Donc, on ne peut pas se permettre de faire une chirurgie approximative. Il faut mieux pas opérer les malades du tout. Alors, je vous parle des sarcomes osseux et des tissus mous qui envahissent la paroi thoracique. En fait, c'est un problème qui est mal connu des chirurgiens thoraciques. Et ils ne savent pas qu'il faut enlever la côte R0 et faire une hémivertébrectomie au niveau du rachis, sinon le patient va rechuter sur le rachis. Vous voyez, ce dossier est caricatural, c'est un sarcome d'Ewing de la 9e côte, et après chimiothérapie, la tumeur a disparu du canal, mais que pour avoir une marche satisfaisante, il faudra faire une hémivertébrectomie. Et en fait, en l'approche pluridisciplinaire, vous voyez que les patients rechutent sur le rachis, et ça, c'est le seul Ewing de la série qu'on a pu rattraper. Les métastases isolées, évidemment, n'existent pas. En fait, ce sont plutôt des patients post-métastatiques chez qui une chirurgie R0 peut donner une survie prolongée. Et en fait, la réalisation de la vertébrectomie totale thoracique a complètement changé l'approche de ces patients. Et vous voyez, c'est un patient qui présentait ici une métastase d'un cancer du testicule. On a fait le diagnostic, on l'a décomprimé d'emblée, retard dans la chimiothérapie, nouvelle compression. Il est réopéré et le collègue, en fait, se trompe d'étage et met des vis dans la vertèbre pathologique. En fin de chimiothérapie, c'est le seul reliquat tumoral qu'il a dans cette vertèbre pathologique. On lui fait une vertébrectomie totale et le patient sort à J5 pour rentrer chez lui. Il est en rémission complète depuis 5 ans. Voilà le montage post-opératoire et le scanner de contrôle qui montre qu'avec la vertébrectomie, on a pas mal corrigé sa syphose dorsale. Alors maintenant, un petit mot de la chirurgie de l'extrême, c'est le drame de la maladie polyexostosante. 38 ans, une femme de 38 ans qui a un chondrosarcome historique du rachis. Vous voyez que la flèche bleue montre uniquement l'endroit par lequel on va pouvoir sortir la moelle épinière. On lui fait une vertébrectomie totale sur 5 étages. La durée opératoire, c'est 13 heures. Voilà l'aspect de la patiente à 5 ans de recul avec un dos qui est à peu près en bonne taille. Alors, j'ai fait une enquête de vie chez cette jeune femme. Son père, je l'ai désarticulé d'une rechute d'un chondrosarcome de la hanche. Son fils, je l'ai opéré d'une exostose dégénérée du bassin. Et entre-temps, son oncle est décédé d'un sarcome de la paroi, un chondrosarcome de la paroi thoracique. Et en fait, le drame de cette maladie polyexostosante, ce sont des patients qui sont oubliés à l'âge adulte, abandonnés par les pédiatres, et sans aucun bilan des exostoses axiales. Et là, je vous montre un malade, un patient de Stéphane, d'ailleurs, qui avait un énorme chondrosarcome. J'ai malheureusement été obligé de faire de la chirurgie de la scoliose pour enlever sa tumeur. Et à droite, une jeune femme de 35 ans qui a une exostose opérée il y a 6 ans et qui a un gros chondrosarcome qui a envahi son rein unique. En conclusion, en fait, la chirurgie élargie du pancréas a ouvert la voie à une nouvelle prise en charge de la chirurgie combinée du poumon et du rachis dorsal. C'est un bel exemple de pluridisciplinarité avec les chirurgiens thoraciques, mais aussi les neurochirurgiens et les plasticiens. C'est une chirurgie coûteuse dont la poursuite impose des GHM de recours. Sinon, on se pose vraiment la question de la possibilité de poursuivre. Les tumeurs primitives du rachis doivent aussi bénéficier de cette pluridisciplinarité en centre de référence. Il y a un vrai travail à faire sur la prise en charge de la maladie polyexostosante à l'âge adulte avec un protocole de surveillance pour éviter la survenue de chondrosarcome axiaux. Je vous remercie de votre attention. Alors je sens que c'est Charles qui va nous faire Monsieur le Président, chers collègues, c'est à la fois un honneur et un plaisir que de commenter Gilles. Un honneur parce que je veux dire que j'ai beaucoup de respect pour ce que Gilles a apporté à l'orthopédie du rachis, malgré ce qu'il en dit, mais surtout à la chirurgie oncologique orthopédique. Puis c'est un plaisir parce qu'on se connaît depuis 20 ans, c'est d'amitié fidèle et on partage beaucoup d'expériences au quotidien en chirurgie, mais aussi sur la chasse et la pêche.
Et comme le dit Gilles, c'est un chasseur, un pêcheur professionnel, la chirurgie n'étant qu'un hobby. Donc quand vous voyez ce qu'il vous a montré, je ne voudrais pas être un sanglier. Alors Gilles nous a exposé la prise en charge des sarcomes du rachis dorsal, des tumeurs périrachidiennes pulmonaires envahissant le rachis. Son exposé simplifie des prises en charge qui sont extrêmement complexes, mais qui sont devenues au fil des années une chirurgie réglée. Une des clés qui ressort de cette présentation, au-delà des années de travail qu'elle représente, c'est la multidisciplinarité chirurgicale. Et cet exemple, c'est la rencontre entre Gilles et Philippe d'Artevel, il y a un certain nombre d'années. Et en fait, chaque spécialité apporte à l'autre sa compétence. Et ça permet de faire reculer les barrières de chaque discipline et ça permet d'avancer ensemble. Je crois qu'on réfléchit mieux à deux, voire à plus nombreux, comme tu l'as montré sur cet exemple de cette vertébrectomie à 5 étages, où là on s'est mobilisé à plusieurs. Il y a eu les plasticiens, il y a bien sûr les équipes de réanimation qui sont indispensables. Et on peut repousser ainsi les limites, mais ça nécessite, dans ces prises en charge multidisciplinaires chirurgicales, une ergonomie, une coordination des gestes entre les différentes équipes. Et ainsi, au fil des années, cette prise en charge s'est améliorée. Les indications sont précisées et les complications ont diminué. Alors, une première remarque, et tu l'as déjà évoqué, et je crois que c'est un point important, c'est compte tenu de la complexité de ces prises en charge et surtout de la courbe d'apprentissage de ces techniques, penses-tu que ces tumeurs donc, doivent être recentrées sur des centres experts? Tu l'as évoqué. Parce que de facto, ces patients sont souvent orientés vers des centres experts, mais il n'y a aucune obligation. Et tout chirurgien peut faire cette chirurgie, finalement. Et c'est sûrement, je pense, le rôle de nos sociétés professionnelles et de l'Académie de chirurgie, probablement, de faire ce travail auprès des instances. Et bien sûr, le corollaire, tu l'as évoqué, c'est que ces centres experts doivent être aidés d'un point de vue financier avec des GHS de recours, étant donné que ces prises en charge sont très coûteuses pour les établissements qui acceptent de traiter ces patients. Actuellement, aucune nomenclature n'existe et ne prend en charge ces techniques idoines. Alors, une deuxième question plus technique, c'est comment évaluer précisément l'envahissement intra-osseux vertébral en préopératoire. Cet envahissement, tu l'as dit, va conditionner le type de vertébrectomie, c'est-à-dire qu'elle soit partielle, subtotale ou totale. Or, c'est la clé de la réussite de cette chirurgie, c'est de réaliser une résection R0. Donc, l'IRM est-elle suffisante? Comment différencier l'œdème de l'envahissement tumoral? Faut-il se baser sur l'IRM pré- ou post-chimio? Et quelle marge de sécurité faut-il garder au niveau osseux? Alors, une autre remarque, tu as peu parlé des résections du rachis élargies à la paroi thoracique. Et je sais que tu travailles sur des procédés de reconstruction pariétale. Et peux-tu nous dire un mot de ces reconstructions? Et dans ton expérience, à partir de quel degré de pariétectomie les séquelles fonctionnelles sont-elles mal tolérées? Par conséquent, quand reconstruire la paroi thoracique? Et puis, pour terminer, il faut se projeter dans l'avenir. Donc, quelles avancées vois-tu et quels axes de recherche te paraissent prioritaires pour progresser dans ces traitements, au-delà, bien sûr, des progrès attendus des chimiothérapies? Faut-il affiner l'exploration préopératoire de l'envahissement osseux? Et quels sont les freins techniques ou chirurgicaux qui font aujourd'hui réfuser encore des malades? Et d'où viendront les avancées chirurgicales? Je te remercie. Je réponds brièvement. En fait, pour l'IRM, c'est fondamental pour la profondeur de l'envahissement vertébral. Et maintenant, on travaille avec une équipe de radiologues qui ont fait un travail en voyant tous les malades qu'on avait opérés et les marges qu'on avait obtenues. Et en fait, ils ont fait un protocole spécial d'IRM pour ces malades, où on sait exactement quelle est la profondeur de l'envahissement vertébral, si c'est de l'œdème ou de la tumeur. Et donc, en fait, on a une marge d'erreur qui est quand même très limitée. C'était quoi la deuxième question? Les pariétectomies. Ah oui, sur les pariétectomies, en fait, quand vous faites une pariétectomie en haut, c'est pas très gênant de laisser un trou parce qu'il est bouché par l'omoplate. Il faut faire très attention simplement de ne pas laisser un trou trop important dans lequel tombe l'omoplate, parce que seulement les patients le sortent et le rentrent et ça devient gênant. Et en fait, pour améliorer cet état de fait, on a inventé un système d'agrafe qui fixe la paroi thoracique d'un côté et qui de l'autre côté se fixe sur les tiges rachidiennes. Donc c'est une espèce de dispositif transverse amélioré qu'on peut mettre sur 1, 2 ou 3 étages et ça suffit en fait très largement de façon provisoire à boucher le trou, sauf de temps en temps où le trou est vraiment important et à ce moment-là c'est là où les plasticiens nous donnent un coup de main pour boucher en faisant un lambeau. Quant à l'amélioration des techniques,
À venir, je dois avouer que j'ai pas d'idée pour l'instant de ce qu'on pourrait faire de mieux, mais bon, à part sinon sélectionner correctement les malades et trouver une chimiothérapie efficace sur le cancer du poumon. Et la concentration dans les centres Ah oui, bien spécialisés. sûr, oui. Mais, Ça tombe sous le centre, à mon avis. mais en fait, je crois que la concentration vient d'elle-même quand les gens savent face à quoi ils se trouvent. Mais quand les gens découvrent la tumeur en ouvrant le thorax, c'est trop tard, quoi. Des questions. Tout à fait, c'est juste un commentaire pour répondre, parce qu'en ce moment, je pense que c'est le moment où vous devez même intervenir. Je ne sais pas qui vous êtes représenté à la CAP, mais il y a une vraie réflexion en ce moment sur la qualité chirurgicale du cancer. Et finalement, le fait de ne pas avoir de GHM fait que les gens ne le font pas. Donc, le grande ambiguïté dans le système actuel de santé, c'est que si on donne un GHM, les gens le font. Enfin, j'exagère de dire ça comme ça, parce que se lancer dans cette chirurgie, c'est quand même pas la clinique de n'importe qui le fera. Mais là, je crois qu'il y a une véritable discussion en ce moment sur les centres de recours au cancer, et c'est clair que vous êtes complètement inclus dedans, hein, c'est sûr. La deuxième réflexion, il y a eu ici, et là je me tourne peut-être vers les plus anciens, parce qu'on avait un rapport sur le sarcome, mais je crois qu'il n'a jamais été assez poussé, parce que le secret de cette chirurgie, quand on sait que pour le moment la radiothérapie c'est pas terrible, la chimiothérapie, malgré tous les progrès, je pense que c'est pareil, les sarcomes on les met différemment du poumon, tous les nouvelles chimios dont on parle, peut-être qu'il faut relancer ce message auprès de l'Académie sur le problème du R0 dans les sarcomes, et c'est pour ça qu'on est dans le sarcome des tissus mous, c'est pareil, qu'il ne faut pas le donner à n'importe qui, puisque si on rate le premier coup, c'est définitivement raté. Donc vraiment, moi je suis très beaucoup apprécié cette présentation, mais je crois que là il y a un devoir, c'est vrai, de message sur cette idée qu'il faut vraiment être un R0, c'est tout le message. Alors, moi, je vous fais une petite réponse, c'est pas qu'il ne faut pas donner un GHM, c'est qu'il ne faut pas payer le GHM quand ce n'est pas un centre de référence. Voilà. Comme dans Je veux dire, ça marche ensemble, si vous voulez, tout à fait. Autre question là-dedans? Oui, non, de ce titre-là, vous avez évoqué le traitement néoadjuvant. Il y a quand même certaines de ces tumeurs qui sont sensibles à la radiothérapie ou à la chimiothérapie. Et donc, est-ce que vous avez bien rationalisé pour ces tumeurs ce type de traitement néoadjuvant? Ah oui, parce qu'en fait, maintenant, c'est bien connu que pour les sarcomes de haut grade, la chimiothérapie néoadjuvante permet de faire une XRL dans de meilleures conditions et qu'on peut compléter par de la radiothérapie sur le niveau du rachis. Non, le vrai problème, c'est celui de la thérapie néoadjuvante du cancer du poumon. Parce qu'en fait, on n'a pas encore prouvé que la chimiothérapie et la radiothérapie sont efficaces chez ces malades, en particulier pour la prévention de l'expansion à distance et les métastases cérébrales.